Construite pour recevoir 30 000 personnes par jour, la gare routière d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo n'en draine que 100. Vacciner une arme efficace contre les maladies, étudiants des facultés de médecine, infirmiers et sages-femmes formés pour relever le défi de la couverture vaccinale. Et puis au Cameroun, une campagne sur le port du préservatif soulève la polémique. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Une autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou pourrait voir le jour. Le chef de l'État Alassane Ouattara et l'émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, en ont parlé au Qatar. Le Qatar qui pourrait aussi mettre du gaz liquéfié à la disposition de la Côte d'Ivoire pour produire plus d'électricité. En outre, l'émir s'est engagé à construire une grande université en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara se rendra ensuite à Bruxelles, en Belgique, où il va assister à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Hommage à la première femme ministre d'État, première femme chef d'institution. Elle, c'est Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national, célébrée hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'était au cours d'un colloque international qui avait pour thème la question du leadership féminin, histoire et actualité. Les détails avec Hamza Diaby. Aux côtés du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté, une dame au parcours unique. Première femme à obtenir un doctorat d'État, première femme secrétaire générale de parti d'opposition, première femme ministre d'État et première femme à la tête d'une institution. Les mérites de la grande chancelière de l'Ordre national sont salués. Je voudrais brièvement et simplement relever l'immense qualité du professeur d'histoire qui a façonné de nombreux jeunes Ivoiriens. Ce que sont devenus ces cadres, ils le doivent pour une part importante à la passion, à la volonté farouche de cette femme d'engagement qui transmet à la fois des savoirs et révèle des talents. Parler de sa vie et de son œuvre, c'est offrir à la communauté nationale et internationale l'expérience du parcours d'une femme d'exception, d'une icône, de cette grande dame à travers le temps et l'espace. La grande chancelière semble émue. C'est une cérémonie émouvante et je suis vraiment très heureuse de cela, de ce qui s'est passé. Un colloque pour rendre hommage à une intellectuelle modèle qui pourrait servir de lanterne pour l'avenir. C'est une lutte de longue haleine. Nous continuons, elle fait partie des anciennes et on poursuit et ça va aller de plus en plus loin. Je ne la comparerai pas à Jeanne d'Arc. C'est Mami Yoko, la reine Bamileke. C'est Sarawinja. On peut parler ici de la reine Pokou. Au Sénégal, des reines du Wallo. On peut évoquer la figure de Anzinga, la reine du Matamba. Tout le pouvoir en Afrique repose entre les mains des femmes. Henriette a su allier à la fois la recherche méthodologique, mais aussi l'engagement. Le colloque international d'hommage à Henriette Dagri-Diabaté durera 3 jours. Les thèmes abordés, la question du leadership féminin, histoire et actualité, et le statut de l'oralité dans la recherche historique contemporaine. Les conclusions, le 15 mai prochain. Grande désillusion des transporteurs de la gare routière internationale d'Anokwakouté, c'est à Abobo. Prévue initialement pour accueillir 30 000 personnes par jour, cette gare ne reçoit que 100 personnes. Grace Kando nous en donne la raison. Voici la nouvelle gare routière internationale d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo. Elle est en fonction depuis le 15 octobre dernier, mais aujourd'hui, ici, tout est désert. Les parkings et les abris réservés aux différents clients et transporteurs sont vides. Les magasins sont fermés. Cette gare, initialement prévue pour convoyer plus de 30 000 personnes par jour, n'en voit que 100. Selon l'un des responsables de la gare, le problème est sa localisation. La gare ne fonctionne pas pour de multiples raisons. D'abord, la situation géographique du site et il y a aussi le nombre de passagers. On a un problème de passagers. Pour quelqu'un qui quitte à Port-Boué et qui veut venir, il préfère plutôt aller à Gamé que de venir ici. Nous avons lancé quelques prospectus. Nous avons fait aussi la communication pour que les gens viennent ici. Une campagne qui restera insuffisante selon le président de la coordination des gares routières. Pour lui, les promoteurs publics et privés de la gare routière d'Abobo doivent d'abord négocier avec les acteurs nationaux du transport routier.
Le problème de cette gare routière est un problème de contact. Ils n'ont pas pu mettre dans le même panier les vrais acteurs qui peuvent les aider à remplir cette gare en faisant passer la communication et les négociations jusqu'à ce que ça arrive à bon port. Donc nous n'avons pas eu cela, c'est pour cela que la gare est en train de coincer. Toujours selon le président des gares routières, à Adjamé, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont transportées par jour. Celles qui viennent d'Abobo et de Yopougon pourraient être redirigées sur la gare d'Abobo. Il souhaite qu'une table de négociation soit ouverte pour une franche collaboration. Suivant la formation des formateurs à Grand Bassam, le défi à relever après ces 5 jours, c'est de donner aux étudiants des facultés de médecine, infirmiers et sages-femmes les outils nécessaires pour un meilleur suivi vaccinal en Afrique. Kadi Fadiga Fofana revient de Grand Bassam. Sur les 10 à 11 millions de décès d'enfants enregistrés dans le monde, 2 millions de décès pourraient être prévenus. Mais ils ne le sont pas en raison de l'absence de programmes de vaccination efficaces dans les pays en développement. Face au faible taux de couverture vaccinale, les partenaires au développement, à savoir entre autres l'OMS, l'UNICEF, organisent un atelier régional. Le but, réviser et actualiser les contenus de la vaccination enseignés dans les facultés et écoles de santé. Alors, à Grand Bassam, mise à niveau pour les enseignants dans les facultés de médecine des écoles d'infirmiers et de sages-femmes de la région africaine. Une fois les gens sur le terrain formés, on oublie souvent les écoles. Et ce goulot d'étranglement qui existe entre la formation continue et la formation de base doit être absolument levé. Si tous les infirmiers et sages-femmes de Côte d'Ivoire et tous les médecins qui sortent étaient bien formés en vaccination, vous comprenez que tout de suite ça a un impact très significatif en ce qui concerne les prestations de services parce que ça augmente la performance des agents de santé. Construire un système de santé solide pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, l'OMS, l'UNICEF et ses autres partenaires s'inscrivent dans ce processus. En 2006, il y a eu une élaboration de ces curricula. Et entre 2006 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué dans le domaine de la vaccination. Donc, par rapport à cette évolution, il faudrait s'asseoir pour revoir le contenu des enseignements sur la vaccination dans les facultés de médecine et les écoles de santé. On a besoin du personnel comme il faut, qui vont donner des soins comme il faut à nos enfants pour leur survie. C'est pour ça que l'UNICEF s'investit particulièrement dans la formation du personnel pour la prestation des services de qualité. 5 jours de formation en sciences de la santé, toute une activité qui va permettre le renforcement des programmes de vaccination au sein de la région africaine. La forêt pour les pygmées Baka du Cameroun, ce qu'est le vaccin pour le corps humain. De cet environnement, il compte bien le garder. Il réclame alors des titres de propriété aux autorités. Sous la pression d'une exploitation forestière intensive, concédée aux multinationales chinoises ou européennes, les pygmées Baka du Cameroun ont dû quitter les forêts où ils vivaient depuis des millénaires. Ils sont désormais cantonnés dans des parcelles communautaires attribuées par les autorités où ils survivent dans un certain dénuement. Ils habitent dans des cases ou dans des campements sommaires et s'adonnent désormais à une agriculture de subsistance, loin de leur mode de vie traditionnel. Maintenant, on voit que la chasse et la cueillette que nos grands-parents vivaient avec, bon, pour le moment, on ne peut plus vivre comme nos grands-parents vivaient avec. Tous les bois sont coupés en brousse. Donc la forêt est déjà détruite. Donc il n'y a plus où ce que tu peux aller chercher quelque chose de venir encore revendre pour avoir un peu d'argent. Il n'y a plus. Les pygmées Baka se sont sédentarisés, mais sans aucun droit de propriété foncière. Ils pratiquent désormais une agriculture presque sans outils. Malgré la présence d'un instituteur payé par le gouvernement, ils n'ont pas assez de revenus pour acheter les fournitures scolaires. Tout ce qu'on fait comme activité, on essaie de vendre les petits régimes de plantain pour essayer de pousser l'enfant à l'école, mais jusqu'à là, ça ne va pas. Une loi concède pourtant aux pygmées du Cameroun des petites forêts communautaires, dont les revenus sont censés leur profiter. Mais jusqu'à présent, sans réel moyen de les exploiter. Ici où nous sommes, cette forêt est exploitée depuis 2008. Et les Baka ne perçoivent pas de retombées. C'est grâce aux Baka que cette forêt existe juste aujourd'hui. Et l'homme Baka voudrait continuer à garder cette forêt, préserver les richesses qui sont à l'intérieur de cette forêt. Malgré ces richesses pillées, ne leur donnent aucun avantage, ne nous donnent aucun avantage. Les pygmées Baka du Cameroun se sentent spoliés.
Bien qu'ils soient les premiers habitants de cette forêt, ils ne peuvent occuper leurs terres qu'à titre provisoire. Les vrais maîtres de la forêt sont devenus les exploitants forestiers qui détruisent jour après jour leur habitat traditionnel. Les bons catholiques utilisent le préservatif, c'est ce qu'on pouvait lire sur l'une des affiches de la campagne sur le port du préservatif en Nairobi, au Kenya. La réaction des chrétiens catholiques ne s'est pas fait attendre face à cette affirmation. Voici l'affiche qui fait scandale à Nairobi. Un couple enlacé et un slogan « Les bons catholiques utilisent le préservatif ». Il s'agit d'une campagne lancée par le groupe américain Catholics for Choice qui vient de déclencher la colère de l'église catholique kenyane. Elle estime que ces affiches favorisent les comportements négatifs et sont susceptibles de détruire la fibre morale de la nation. Nous nous sommes sentis trompés. Ça sonne comme un message officiel de l'Église catholique alors que ce ne l'est pas. Cela vient d'une autre source, d'un groupe dont nous comprenons les motivations et l'appel à utiliser le préservatif. Mais cela va à l'encontre de l'enseignement officiel de l'Église catholique. Les catholiques kenyans, qui représentent 20% de la population, restent divisés sur l'usage du préservatif. Mais majoritairement, ils critiquent cette campagne, certains estimant ne pas avoir à subir de leçons de morale. Que les Américains parlent pour les Américains parce qu'ils ont leur propre culture, leurs propres pratiques, leurs propres valeurs. Mais pour nous, si nous sommes capables de préserver nos coutumes, nous sommes en mesure de conserver nos valeurs. Au Kenya, le sida a été déclaré catastrophe nationale en 2008. Près d'1,5 million de Kenyans sont contaminés par le virus, malgré les opérations de prévention. C'est pourquoi l'organisation Catholics for Choice a lancé cette campagne publicitaire. L'église kenyane a demandé son retrait et continue de prêcher l'abstinence sexuelle comme unique moyen de lutte contre le virus. Et puis au Pakistan, au moins 5 personnes sont mortes et 80 autres blessées dans une attaque kamikaze dirigée contre un chef de la police dans le sud-ouest du pays. L'homme pris pour cible n'a pas été touché. 6 morts, 46 blessés dans un attentat suicide au Pakistan. Dimanche soir, un homme a fait exploser une voiture piégée à l'extérieur de la résidence du chef de la police à Quetta, la capitale du Baloutchistan. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le Baloutchistan, proche de l'Afghanistan et de l'Iran, est le théâtre d'une rébellion séparatiste et de fréquentes attaques des groupes sunnites radicaux contre la minorité chiite. Et puis sachez aussi que la commission électorale pakistanaise confirme aujourd'hui la large victoire aux législatives du week-end de la formation de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, qui devra toutefois procéder à des alliances pour s'assurer de la majorité en chambre. Sharif a besoin d'obtenir 137 sièges sur les 272 élus au suffrage direct. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez